Le 170 rue Saint-Paul-Ouest, une adresse incontournable pour les fashionistas montréalaises. C'est ici qu'on retrouve l'atelier de Denis Gagnon, un des plus importants designers canadiens de sa génération. Ses collections sont audacieuses, ses coupes sont précises, ses lignes sont pures. Le designer a grandi au Lac-Saint-Jean, le cadet de 3 enfants. Ça fait quand même 27 ans, hein, je suis parti d'ici. Faire 28 ans bientôt. Après des études en mode au Collège La Salle de Montréal, il crée des costumes pour le théâtre. En 1993, il part pour le Maroc enseigner le moulage à Casablanca. 3 ans plus tard, il rentre au Québec et le designer Iso l'invite à travailler à ses côtés. En 2000, Denis Gagnon lance sa carrière solo et le succès est quasi instantané. Il est encensé par la critique, il y a un engouement pour ses créations. Et en 2010, pour marquer ses 10 ans de carrière, rien de moins qu'un défilé à grand déploiement au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Je suis quelqu'un d'extrêmement insécure et qui a peur de tout. Mais je me mets en danger. Denis Gagnon, bonjour. Bonjour, Gisèle. Denis Gagnon, si je vous demandais de vous décrire, vous et votre travail, comment vous le feriez? Ben, j'essaie d'y penser depuis avant qu'on commence l'entrevue, puis c'est toujours très difficile. Ouais, j'arrive pas, en fait, de me dire qu'est-ce que je suis là-dedans, qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais encore. Je me décrirais comme une personne très sensible, pas patiente du tout, mais une personne qui est vraiment passionnée par son travail. Oui, je pense vraiment que je suis passionnée. D'ailleurs, je pense que pour faire de la mode, il faut être passionné, parce que sinon, on peut oublier ça. On a déjà dit de vous que vous étiez l'enfant terrible de la mode. Est-ce que c'est une bonne chose? Et qu'est-ce que ça veut dire? Je trouve ça horrible, l'enfant terrible. Je trouve ça même quétaine, comme en bon québécois. Là. Je pense que c'était à l'époque, ça, c'était l'enfant terrible, c'était Jean-Paul Gaultier, ça. Où je pense qu'au départ, j'étais très influencé par l'esprit de Jean-Paul Gaultier. À l'époque, je trouvais ça le fun, mais maintenant, je pense que je suis tout simplement un enfant qui essaie de se glisser dans la mode. Vous êtes encore un enfant, vous direz? Toujours. Ah, moi, je dirais pas mon âge, là. Mais oui, j'ai toujours 18 ans dans ma tête. Je pense que oui, puis je pense que ça sera toujours ça. Ouais. Si vous avez de la difficulté à décrire votre travail, est-ce que ce serait plus facile pour vous de décrire votre méthode de travail? Oui, en fait, ça serait plus facile de décrire ma méthode de travail parce que pour la simple et bonne raison que nous, ici, les designers, les créateurs, on a une grande difficulté, c'est trouver la matière première pour créer. Alors, du coup... Le tissu? Le tissu, il n'y en a pas. Il n'y a pas de fournisseur. Il y en a trouver un beau coton, un coton d'une simplicité qui n'avait pas de stretch dessus, c'est la plus grande difficulté que tu peux avoir ici au Québec. Alors, du coup, quand j'ai trouvé une belle matière, bien, c'est la matière qui va m'indiquer qu'est-ce que le vêtement va devoir être. Ça va être une jupe, ça va être une robe, ça va être un pantalon. C'est la matière qui me dicte qu'est-ce que va être ma prochaine collection. Et quand vous voyez le tissu, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Bien, souvent, c'est la légèreté, c'est la souplesse aussi. C'est comment aussi je pourrais l'amener aussi, de sorte à ce que cette matière-là, elle m'appartienne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la teindre, il faut la brûler, il faut la froisser. Alors, il faut travailler cette matière-là pour qu'elle devienne ta matière. Vous aimez beaucoup le cuir, je pense. Ben oui, j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé le cuir. C'est un peu votre marque de commerce jusqu'à un certain point. Parce que c'est ma deuxième peau. J'aime les matières qui respirent, les matières aussi qui vivent avec le temps. C'est ça, oui. Comme le cuir, surtout, cette patine-là, quand il a été usé, le cuir d'agneau, de la vache, quand il a vraiment pris cette souplesse dans les coudes, cette robe que j'aime, moi. Moi, j'aime ça, les coudes. Vous aimez les couleurs? Bien, j'ai de la difficulté avec les couleurs, mais j'essaie de m'adapter avec les couleurs. Comment ça? Parce que, en fait, je trouve que les couleurs, moi, j'adore les couleurs, je trouve ça magnifique, mais j'ai toujours la difficulté où je les mets, les couleurs. Ils sont où dans ma vie, les couleurs? Ils vont vivre où? Puis souvent, j'en ai mis dans des collections, puis je les vendais pas. Finalement, les gens, ils aiment le noir et le blanc, finalement, je pense. Alors, ils sont assez conservateurs, hein, je pense, les gens. On est surpris. D'où vient votre inspiration pour une collection? Parce que j'imagine qu'à chaque saison, vous livrez quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est difficile, ça, de toujours se réinventer ou est-ce qu'on se réinvente saison après saison?
Est-ce qu'on se réinvente? J'espère que oui, mais c'est difficile de se réinventer. Je pense qu'on ne peut pas demander à un créateur, celui qui, je sais pas, un Réopel fait du Réopel. Je pense à un Picasso fait du Picasso. Je pense pas qu'il aurait pu faire du Rembrandt ou des choses comme ça. Je pense que quand tu as trouvé une direction, une ligne directive, ben, tu dois la garder et tourner autour de ça. Alors, c'est ça que j'essaie de faire, mais souvent, j'ai essayé d'autres directions, puis ça déstabilise la clientèle, puis ça me déstabilise moi-même aussi. Alors, j'essaie d'avoir une certaine constance, qui est difficile pour moi, parce que moi, j'aime tout. Est-ce que ça vous arrive parfois de manquer d'inspiration ou d'angoisser par rapport à votre prochaine collection? Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je pense que c'est pas manquer d'inspiration, c'est surtout... d'angoisser, oui, le peur de la page blanche. C'est de commencer, hein. Essayer déjà de prendre une matière, puis jouer avec, et après, les choses vont s'enchaîner. Mais à chaque fois, c'est un combat. C'est difficile de m'y mettre parce que nous, le travail est constant. Après, quand on a fini la collection, il faut la vendre. Après ça, il faut la produire. Un coup que la produire, après ça, ben, il faut que les personnes la reçoivent. Puis tant que la personne n'a pas payé, tu n'as pas eu ton chèque dans la banque, tu n'es pas satisfait, en fait. Alors, tu es tout le temps en train de travailler. Et je trouve ça plus difficile qu'avant, en fait. Je l'ai fait, là, oui, parce que j'ai commencé, j'allais avoir 40 ans à faire des collections. Je trouve ça un peu tard pour un créateur. J'aurais aimé ça commencer dans la vingtaine comme un vrai créateur, etc. Je pense que je serais rendu plus loin, sûrement. Peut-être que je me serais drogué, puis je serais parti sur une grande affaire. Puis, ben sous, j'aurais fait un jeune Gaiano de moi-même. Non. Alors, c'est toujours très difficile. J'essaie de me concentrer. Puis un coup, je suis dedans, ben je fais des pièces, puis je fais des pièces. Puis là, je fais venir ma muse, puisque j'ai une muse aussi. C'est qui votre muse? C'est Iso. Oui. En fait, c'est un garçon, en fait, qui est un Asiatique que je trouve merveilleux et je trouve qu'il habite tellement les vêtements, il donne un âme. Puis j'aime beaucoup qu'il les essaie. Puis avec lui, on essaie plein de trucs. Puis c'est un créateur, lui aussi, alors il me donne beaucoup de conseils. Puis ensemble, je trouve qu'on réussit à faire un bon team. C'est lui qui vous a donné un peu vos premières armes, n'est-ce pas, dans le design? Oui, effectivement, c'est avec lui que j'ai commencé il y a une quinzaine d'années. En fait, on avait déjà travaillé ensemble sur d'autres projets et il avait déjà fait une ligne et j'ai commencé à l'aider. Puis là, du coup, on s'est dit, pourquoi pas travailler ensemble? On s'est aperçu très vite qu'on ne pouvait pas travailler ensemble. Ça fait qu'on a pris chacun nos routes. Mais lui, il a arrêté parce que, justement, il trouvait que la production, c'était très difficile. Bien, justement, je pense qu'on entend la main-d'œuvre. On entend derrière de l'autre côté, c'est votre atelier. Oui. Et on entend la machine à coudre. Quand vous parlez du nous, vous êtes une grosse équipe? Non, on est Vous n'êtes pas 50 non, derrière. J'aimerais tellement ça qu'on soit une petite équipe, que j'aurais un patroniste, que j'aurais 2 couturières, une échantillonneuse, etc. Mais c'est pas la réalité du marché du tout. J'ai l'impression que la mode, c'est un milieu difficile, une industrie difficile dans le sens que vous êtes scruté sous la loupe pour tout ce que vous faites. Comment est-ce que vous vivez avec cette incertitude ou cette nécessité de toujours présenter quelque chose de nouveau, quelque chose de frais et d'être accepté, voire même encensé par la critique? C'est la critique qui peut nous le dire, mais est-ce qu'il y a vraiment une critique ici? Ça reste à voir, parce que je pense souvent, les gens vont relater ce qu'ils ont vu, mais ne vont pas nécessairement avoir une opinion ferme à savoir si ont aimé ou pas aimé. On n'est pas en Europe du tout ici, alors les gens sont beaucoup plus posés dans la critique de mode. Une fois, Eva Fried de la Gazette avait fait une remarque un peu pas désobligeante, c'est une amie à moi. Eva, je l'aime beaucoup, mais elle m'avait fait une critique un peu pas déconstructive, mais assez constructive, je trouvais. Ça m'avait comme... Hey, Denis, finalement, il n'y a rien d'acquis. Il faut toujours que tu pousses un peu plus ta création, que tu y ailles encore plus loin, puis il n'y a rien d'acquis dans la vie, parce que je pense qu'on est toujours en train de se renouveler. Et si demain, tu es hot, les gens sont encensés, c'est peut que le surlendemain, que ça ne fonctionne plus du tout. Maintenant, on est dans l'esprit de boutique éphémère, de pop-up shop. Bien, c'est ça, tout est éphémère maintenant. Ce qu'on voit tout de suite quand on vous regarde, ce sont les lunettes, bien sûr. C'est quoi la petite histoire des lunettes?
Bien, écoutez, je vais vous répondre pour la 100e fois, tiens, genre. Parce que c'est sûr que c'est pas la première fois qu'on me le demande. Ben, ça sort de l'ordinaire, hein, oui. on peut le dire? Bien, en fait, on dit que c'est ma marque de commerce. Ouais. Puis je pense que c'est vrai aussi. L'histoire, c'est que ça appartenait à Renata Morales, qui est une designer, qui avait pignon sur rue sur la rue Saint-Paul, ici. Et elle m'invite à un événement de Pierre Lapointe qu'elle avait habillé. J'arrive là, puis elle avait ces lunettes-là. Puis je trouvais qu'il tombait sur le nez comme ça. Puis je dis, tes lunettes, elles tombent sur le nez. Mais ça, fais-moi donc essayer ça. Vous avez Je les ai adoptées. dessus, hein? Non, mais je les ai adoptées. Je les ai mis sur moi. Je ne pouvais plus les enlever. J'ai dit, non, Denise, tu dois me les redonner. Elle dit, viens les chercher demain matin à 8 h. Alors, à 8 h, je cognais à sa porte. Il paraît que ce sont des lunettes porte-bonheur parce que depuis que vous les avez, vous avez connu beaucoup de succès. Bien, c'est ce qu'on dit. Je pense que c'est vrai aussi. Je pense que tout designer qui veut se faire voir de l'avant, il faut qu'il y ait quelque chose qui se démarque. Comme Karl Lagerfeld avec son col, comme Sonia Rykiel avec ses cheveux orange. Ben moi, c'est mes lunettes. Puis ma couette, là, mes cheveux longs, c'est faux. La totale. Mon nom, c'est Denis Gagnon. Je suis designer de mode, prêt-à-porter haut de gamme, moyenne gamme. Et j'ai fait une formation au Collège d'Alma en art plastique et j'ai terminé en 1982. Denis Gagnon, vous avez grandi à Alma, au Lac-Saint-Jean. J'imagine que dans les années 70, c'était pas la Mecque de la mode, hein? Non. Non. En fait, ma mère elle aimait beaucoup la mode. D'ailleurs, j'ai vu des photos d'elle quand elle était jeune, là, puis je trouvais qu'elle avait les plus belles jambes. Elle était toute svelte, tout ça. Elle mesure presque 6 pieds, ma mère. Wow. Alors, c'est une grande femme, oui, qui est encore en vie, d'ailleurs. Alors, non, c'était pas la Mecque de la mode, mais moi, j'ai toujours aimé la mode, je pense. Je pense que c'est inné dans soi. Je pense qu'un créateur de mode, c'est comme un mannequin. En fait, un mannequin, ça s'apprend pas. On va pas dans une école pour être mannequin. Tu l'es mannequin, t'as la silhouette, t'as la démarche, t'as la personnalité, t'as tout. Tu sais. Mais je pense qu'un créateur de mode, c'est inné dans soi. C'est quelque chose qui appartient, qui est vraiment à l'intérieur de soi. Ouais. Est-ce que ça s'est manifesté à un moment donné dans votre jeunesse? Ah, mais j'habillais mes poupées Barbie. Vous aviez des poupées Barbie? Ben, je parlais à ma sœur. Est-ce qu'elle était d'accord? Pas du tout. Elle était vraiment pas d'accord. D'ailleurs, elle m'avait, à un moment donné, j'habillais mes poupées Barbie à ma sœur. Ma sœur jouait pas vraiment de ses Barbies, puis moi, c'est moi qui les prenais, puis j'adorais ça. À un moment donné, c'était un G.I. Joe. Il est plat habillé? Ben, c'est parce que cette époque-là, c'était pas développé, mon côté penchant pour les hommes, là, dans le sens que c'est non. Aussi, à cette époque-là aussi, mes parents, ma mère s'apercevaient des choses qui j'étais aussi, ma personnalité. Je pense qu'aussi, ils ne comprenaient pas trop non plus, mais je viens quand même d'un pays très, très démocratique où il y avait quand même une grande liberté de vivre, puis j'ai pu faire ce que je voulais dans la vie, et ça, c'est un grand avantage. Où est-ce que vous avez appris à coudre? Est-ce que votre mère était... Ma mère faisait la couture, oui. Okay. Faisait de la couture, mais j'ai pas appris avec elle vraiment nécessairement. Mais ma mère a toujours fait de la couture. Elle en fait encore, je pense, à l'occasion quand elle peut, là, parce qu'elle a 88 ans, là, voire 89. Mais je pense que la dextérité n'est pas aussi facile, mais elle a toujours fait de la couture à la maison. Alors moi, je prenais sa machine domestique, je me faisais des kits de soie, qu'on disait, là, pour sortir. Et ouais, j'ai toujours fait ça. Puis j'ai commencé là, mais en fait, après ça, je suis venu vivre à Montréal pour vivre ma vie. Vous avez décidé de faire vos études au Collège La Salle, ici à Montréal. Vous êtes arrivé ici à 19 ans. Qu'est-ce que vous avez découvert? La liberté. La grande liberté. Ma mère était venue me reconduire avec mon frère et m'avait laissé au coin Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Ah! My God, c'était la liberté. C'était vraiment la liberté. Je voyais des gens, etc. Je voyais la liberté. Et tout de suite, cette ville qui est Montréal, je me suis l'appropriée tout de suite et ça a été ma ville. On dit que de porter du Denis Gagnon, c'est de porter Montréal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est un beau compliment. En fait, c'est la première fois que j'entends cette chose. Je trouve ça très bien. En fait, moi, je peux pas dire ça. En fait, moi, c'est difficile de me détacher de moi-même pour parler de ce que je fais. Si les gens trouvent que c'est s'approprier Montréal, tant mieux. C'est un beau compliment. Vous avez quitté le Québec début des années 90, je pense, pour aller travailler... Oui, 3 ans au Maroc. Au Maroc. 93, 94, 95, oui. Pour enseigner un cours de moulage, je pense. Ouais, là-bas, il y a 2 formations. Il y a la formation styliste et la formation modéliste. Et moi, j'enseignais la formation modéliste, qui était patronne
patron moulage-confection. J'imagine que Casablanca, ça n'a rien à voir avec Montréal. Qu'est-ce que vous avez découvert là-bas? Ah, my God, Casablanca, ça n'a vraiment rien à voir. Mais vraiment, là, je veux dire, c'est un choc culturel parce que y aller en temps à Marrakech, à Agadir, c'est vraiment des villes extraordinaires en tant que touriste. Mais d'y vivre, c'est d'autres choses. C'est difficile, mais ça a été une belle formation pour moi. Je pense que toute personne qui doit aller vivre à l'extérieur devrait partir quelques années pour apprendre à se connaître. Vous êtes revenu au Québec et là, vous avez travaillé pour ISO. En fait, à cette époque-là, je suis revenu. Non, j'ai une période où j'ai recommencé à continuer à travailler pour le cinéma, travailler pour des créateurs. J'ai travaillé avec François Barbeau au niveau du théâtre, du cinéma. Ça doit être intéressant. François Barbeau, oui. En fait, moi, je travaillais plus avec son coupeur, parce que moi, je faisais de la réalisation, de la confection. À l'époque, je faisais pas de création. Et puis, c'est un peu pour ça aussi que j'ai décidé de faire de la création, parce que j'en avais marre de demander, bon, la couture, t'avais-tu douette, là? T'avais-tu croche? T'avais-tu quelle couleur que t'avais ta couture? Alors, du coup, je me suis un peu tanné de ça. Alors, j'ai décidé de partir, de faire mes propres collections quand j'ai connu ISO, parce que je me suis dit, lui, il fait ça. Moi, je devrais être capable de le faire. Puis en même temps, toute cette insécurité-là, parce que je suis très insécure, je suis une personne hyper insécure. Mais ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de moi. Et puis moi, j'essaie de jongler avec ça tous les jours. Et à un moment donné, vous avez décidé de partir en carrière solo. Vous parlez de votre insécurité. Qu'est-ce que ça a été comme étape à franchir pour vous, ça? C'est une aventure, hein. Au début, tu as juste hâte de te faire connaître, de te faire voir. Tu veux ton 10 minutes de gloire. Tu veux faire des défilés, puis que tout le monde vienne, le monde parle de toi, qu'on écrive de quelque chose, ou tu veux voir tes vêtements dans les magasins. Mais après, la réalité est tout autre. Mais après, c'est ça, on s'adapte, mais on s'aperçoit que c'est vraiment beaucoup plus de boulot qu'on ne pense. Mais un coup que t'es dans la roue, on peut la laisser, la roue. On peut dire, bon, écoutez, moi, je vais aller faire d'autres choses. Mais c'est la seule chose que je sais faire. Vous avez pignon sur rue. Vous avez votre boutique aussi. Vous avez, j'ose croire, plus que votre 10 minutes de gloire, parce que depuis plus de 10 ans maintenant, vous êtes un peu la coqueluche de la mode. Pas seulement au Québec, mais au Canada. On dit de vous que vous êtes un des plus importants designers de votre génération. Comment c'est arrivé, ça? Mais je crois pas, ça. Je pense pas que c'est vrai. Je pense que moi... Personnellement, je ne crois pas. Je pense pas, puis je voudrais pas croire ça non plus, parce que moi, en fait, j'essaie, si je peux faire ce métier-là jusqu'à la fin, parce que moi, je pense que je vais travailler jusqu'à la fin de mes jours. La retraite, pour moi, de toute façon, j'en ai pas. Je viens de recevoir un papier comme quoi j'allais recevoir 125 piastres par mois, là. Puis, quand j'allais avoir 60 ans, je me disais, avec ça, je vais payer mon loyer, c'est sûr. Alors, si je suis la coqueluche, etc., si les gens le pensent, tant mieux. Moi, je vais leur laisser le crédit. Mais moi, je pense toujours qu'il n'y a rien d'acquis encore, c'est ce que je vous ai dit. Il faut toujours se battre, il faut travailler fort, puis il faut aimer ce métier-là, il faut le faire. Et j'espère le faire toute ma vie. Et si je réussis à le faire toute ma vie, je vais avoir gagné mon pari. Denis Gaillon, on est dans votre atelier. Qu'est-ce qui se passe ici? Plein de choses. On est dans l'arrière-boutique. En fait, il se passe beaucoup, toute la création et beaucoup de production ici. C'est ça qui se passe. Et vous êtes combien à travailler ici? Une petite équipe. On est vraiment une petite équipe. Moi, je suis le coupeur senior, coupeur junior. Et je suis en même temps aussi le patronesse aussi. Puis j'ai une couturière. On est vraiment deux personnes pour le moment. Vous êtes aussi connu pour les fermetures éclairs. Vous travaillez beaucoup avec les fermetures éclairs. Pourquoi? La fermeture éclair, ça me branche. Et j'en ai fait des sacs, j'en ai fait des robes. D'ailleurs, le Musée des Beaux-Arts a acheté une robe de moi. Ah! Oui, j'étais très fière. Alors, il y a une partie de moi qui est restée. En fait, c'est une robe qui est toute en zip, qui est magnifique d'ailleurs. C'était vraiment la pièce de cette collection-là, dans l'expo. Et alors, je suis très fière. C'est une robe en zip. Mais c'est sûr que le zip, c'est une expérience. C'est comme il y a eu les franges. Il y a les franges en chaîne, il y a eu le cuir. En fait, je pense que je trouve un médium, une matière comme ça qui me branche, qui m'allume, qui fait que je me mets à capoter et à faire plein de trucs avec, là. Mais à un moment donné, je me tanne, puis je me lasse, puis je vais dans d'autres choses. J'aime le danger.
Alors, qui vient ici? Qui achète vos vêtements? Qui s'habille en Denis Gagnon? En fait, c'est très varié. On la connaît pas, la clientèle. On fait des choses parce qu'on pense à certaines femmes aussi. Il y a quand même des clients qui sont très fidèles, même si des fois, ils ont un peu d'infidélité. Mais au départ, j'ai arrêté de me creuser la tête, de me dire, mais ça n'a pas de bon sens. Et je pense qu'à un moment donné, je fais ce que j'aime, puis je me dis, je vais voir la réaction du public. Quand on fait une collection, on présente une image. Bien sûr, on fait un catalogue. On fait aussi, des fois, un défilé pour la présenter. Ou on fait aussi, ça peut être un petit film. Maintenant aussi, les petits films, les petits courts-métrages de présenter une collection, c'est très à la mode aussi. Ou on peut faire aussi une petite campagne pour promouvoir un peu notre collection, puis essayer de voir que les gens comprennent l'esprit. Puis après ça, les gens viennent essayer. Puis si ça leur plaît, ils prennent. Vous parlez de défilé. Qu'est-ce que ça vous apporte, ça, de faire un défilé? Ben, faire un défilé ici à Montréal, moi, c'était pour la reconnaissance. Je l'ai fait aussi parce que j'aimais faire des défilés. C'est la partie la plus créative d'un créateur. Je pense que faire un défilé, c'est d'habiller 30 poupées en même temps. Hein? C'est de la tête aux pieds, puis c'est décoiffé, puis c'est démaquillé, puis c'est vraiment amusant. Et jusqu'à la dernière minute, t'es anxieux, puis tu vois la réaction, etc. C'est beaucoup d'organisation, mais c'est captivant. Vous vendez en ligne maintenant. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Ben, moi, ma boutique en ligne, je vends, mais c'est très difficile parce que c'est la même chose encore aussi. Avoir une boutique en ligne, il faut la promouvoir aussi. Il faut payer de la pub. Parce que à New York, là, ou je sais pas, moi, en Roumanie, qui connaît Denis Gagnon? Mais c'est sûr que j'ai une pub qui va passer dans Facebook ou dans Twitter, etc., régulièrement. Bien là, il y a des gens qui risquent peut-être d'aller voir mon site. Mais moi, j'ai pas les moyens de ça aussi. Tout est encore une question d'argent. Les médias sociaux, donc, c'est important? Oui, on s'en sert beaucoup, les médias sociaux, pour promouvoir ne serait-ce qu'une mini-collection, ne serait-ce que pour promouvoir des accessoires qu'on vient de faire. Oui, on s'en sert beaucoup, c'est important d'y être. Oui. Est-ce que vous arrivez à pénétrer dans les grands magasins au Canada? Bon, en fait, j'étais longtemps chez Autre-Une-Fou. On n'est plus là depuis, je pense, 2 ou 3 ans environ. Mais ça a été une belle expérience. J'ai vendu pendant 6 ans chez Autre-Une-Fou. J'étais très fière de dire que j'étais là. Et ça aidait aussi à ma marque aussi, de dire, bon, quand tu vends chez Autre-Une-Fou, t'es pas n'importe où non plus. Et, mais maintenant, on a trouvé un autre marché. On vend chez Simon. Et aussi, on vend chez Essence. C'est aussi un site de vente en ligne aussi, qui est un beau site. Il y a des grands magasins américains qui vont faire leur entrée bientôt sur le marché canadien. On pense à Nordstrom, on pense à Saks. Ouais. Est-ce que ça va avoir des bienfaits pour le monde de la mode, soit vous ou d'autres designers canadiens? Moi, je pense que ça peut être très positif. Oui, ça peut être très positif parce que ces gens-là aussi vont peut-être vouloir aussi se démarquer. Pourquoi pas qu'ils ne prendraient pas des designers québécois, d'aller dans une autre niche, de promouvoir le local. C'est important. Vous parlez du fait qu'on est local ici. Est-ce que vous avez de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre qualifiée? Complètement. Ici, c'est extrêmement difficile de trouver de la main-d'œuvre qualifiée parce que les gens ne veulent plus faire ce métier-là aussi, parce que je pense qu'on trouve ça dégradant. Les Italiennes qui sont arrivées il y a 40 ans ici, là, sont à la retraite maintenant. Il n'y en a plus vraiment. Et c'est très, très difficile de trouver des gens qui sont vraiment expérimentés, qui ont vraiment le goût de faire ce métier, parce que moi, je mets la main à la pâte. Là. Je suis souvent sur ma machine à coudre. Et quand je fais mes collections, ben la plupart, j'en coupe quasiment 3/4 parce que aussi dans la confection, il y a de la création aussi. Ça fait déjà 14 ans que vous êtes établi en tant que designer. C'est court dans une vie de designer, mais déjà, vous avez réussi à faire plein de choses, beaucoup de réussite, beaucoup de reconnaissance aussi. Qu'est-ce que vous souhaitez faire maintenant? Encore... C'est ça, je reviens encore à ce que je disais. Tu sais, en fait, ce que je voudrais faire maintenant, je veux faire ce que je fais maintenant. Ce que je veux faire maintenant, ce que je veux faire encore dans 20 ans, dans toute ma vie. C'est un métier qui pour moi, en fait, c'est la seule chose que je sais faire et c'est la seule chose que je peux bien faire, je crois. Et c'est la seule chose aussi que j'ai pu
dire aux gens, voilà, je sais bien faire ça. Parce que quand j'étais jeune, en fait, moi, je me trouvais nul, je me trouvais vraiment pas intéressant. Je pensais que j'allais pas m'en sortir, en fait. Tu sais, l'itinérance, des fois, c'est proche, hein? On se dit, alors, je me suis dit, je vais utiliser ce talent et je vais faire quelque chose de ma vie, puis je vais montrer aux gens que je suis capable de le faire. Et je pense que tout créateur qui est au Québec, qui pense qu'il a un talent, il doit penser qu'il faut absolument qu'il développe son talent dans l'univers parce que le marché est trop petit ici. Alors, il faut s'agrandir. Vous avez, pour vos 10 ans de carrière, eu une occasion incroyable, c'est-à-dire d'exposer au Musée des Beaux-Arts. Une consécration pour vous, ça? Bien, écoutez, comme je disais, 10 ans, c'est court, hein? 10 ans, ça n'a pas plu à tout le monde. C'est sûr que ça a été très contesté parce que 10 ans, tu sais, pourquoi pas Jean-Michel Robichaud, pourquoi pas Jean-Claude Poitras, pourquoi pas eux, pourquoi moi? Bien, pourquoi pas moi? Alors, je me suis dit, voilà, je le prends, j'ai une chance d'être au musée. Et j'étais tellement fière. C'est la plus belle chose qu'on m'a offerte, je pense, sur la Terre, je dirais, à ce point-là. Parce que être au musée, c'est quand même quelque chose. Moi, je n'ai pas fait de hautes études, je viens pas d'un milieu, etc. Mais être au Musée des Beaux-Arts, pour moi, ça a été vraiment le plus beau cadeau que j'ai eu. Et j'étais très content d'être entre Yves Saint-Laurent et Jean-Paul Gaultier. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour 20 ans de carrière à ce moment-là? Ben ça, c'est une bonne question. On retourne au Musée des Beaux-Arts. Voilà. Non, vous le Pour 20 ans, on le fait de notre façon, puis là, on prend une plus grande salle, puis là, tiens, on prend le musée au complet. Merci beaucoup, Denis. Merci à vous. Il a trouvé un beau coton, un coton d'une simplicité, qui n'avait pas de stretch dessus. C'est la plus grande difficulté que tu peux avoir ici au Québec. Alors, du coup, quand j'ai trouvé une belle matière, bien, c'est la matière qui va m'indiquer qu'est-ce que le vêtement va devoir être. Ça va être une jupe, ça va être une robe, ça va être un pantalon. C'est la matière qui me dicte qu'est-ce que va être ma prochaine collection. Et quand vous voyez le tissu, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Bien, souvent, c'est la légèreté, c'est la souplesse aussi. C'est comment aussi je pourrais l'amener aussi, de sorte à ce que cette matière-là, elle m'appartienne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la teindre, il faut la brûler, il faut la froisser. Alors, il faut travailler cette matière-là pour qu'elle devienne ta matière. Vous aimez beaucoup le cuir, je pense. Ben oui, j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé le cuir. C'est un peu votre marque de commerce jusqu'à un certain point. Parce que c'est ma deuxième peau. J'aime les matières qui respirent, les matières aussi qui vivent avec le temps. C'est ça, oui. Comme le cuir, surtout, cette patine-là, quand il a été usé, le cuir d'âne. On a déjà dit de vous que vous étiez l'enfant terrible de la mode. Est-ce que c'est une bonne chose? Et qu'est-ce que ça veut dire? Je trouve ça horrible, l'enfant terrible. Je trouve ça même quétaine, comme en bon québécois. Là. Je pense que c'était à l'époque, ça, c'était l'enfant terrible, c'était Jean-Paul Gaultier, ça. Où je pense qu'au départ, j'étais très influencé par l'esprit de Jean-Paul Gaultier. À l'époque, je trouvais ça le fun, mais maintenant, je pense que je suis tout simplement un enfant qui essaie de se glisser dans la mode. Vous êtes encore un enfant, vous direz? Toujours. Moi, je dirais pas mon âge, là. Mais oui, j'ai toujours 18 ans dans ma tête. Je pense que oui, puis je pense que ça sera toujours ça. Ouais. Si vous avez de la difficulté à décrire votre travail, est-ce que ce serait plus facile pour vous de décrire votre méthode de travail? Oui, en fait, ça serait plus facile de décrire ma méthode de travail parce que pour la simple et bonne raison que nous, ici, les designers, les créateurs, on a une grande difficulté, c'est trouver la matière première pour créer. Alors, du coup... Le tissu? Le tissu, il n'y en a pas. Il n'y a pas de fournisseur. Le 170 rue Saint-Paul-Ouest, une adresse incontournable pour les fashionistas montréalaises. C'est ici qu'on retrouve l'atelier de Denis Gagnon, un des plus importants designers canadiens de sa génération. Ses collections sont audacieuses, ses coupes sont précises, ses lignes sont pures.
Le designer a grandi au Lac-Saint-Jean, le cadet de 3 enfants. Ça fait quand même 27 ans, hein, je suis parti d'ici. Faire 28 ans bientôt. Après des études en mode au Collège La Salle de Montréal, il crée des costumes pour le théâtre. En 1993, il part pour le Maroc enseigner le moulage à Casablanca. 3 ans plus tard, il rentre au Québec et le designer Iso l'invite à travailler à ses côtés. En 2000, Denis Gagnon lance sa carrière solo et le succès est quasi instantané. Il est encensé par la critique, il y a un engouement pour ses créations. Et en 2010, pour marquer ses 10 ans de carrière, rien de moins qu'un défilé à grand déploiement au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Je suis quelqu'un d'extrêmement insécure et qui a peur de tout. Mais je me mets en danger. Denis Gagnon, bonjour. Bonjour, Gisèle. Denis Gagnon, si je vous demandais de vous décrire, vous et votre travail, comment vous le feriez? Ben, j'essaie d'y penser depuis avant qu'on commence l'entrevue, puis c'est toujours très difficile. Ouais, j'arrive pas, en fait, de me dire qu'est-ce que je suis là-dedans, qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais encore. Je me décrirais comme une personne très sensible, pas patiente du tout, mais une personne qui est vraiment passionnée par son travail. Oui, je pense vraiment que je suis passionnée. D'ailleurs, je pense que pour faire de la mode, il faut être passionné, parce que sinon, on peut oublier ça. Nio Lavache, quand il a vraiment pris cette souplesse dans les coudes, cette robe que j'aime, moi j'aime ça, les coudes. Vous aimez les couleurs? Bien, j'ai de la difficulté avec les couleurs, mais j'essaie de m'adapter avec les couleurs. Comment ça? Parce que, en fait, je trouve que les couleurs, moi, j'adore les couleurs, je trouve ça magnifique, mais j'ai toujours de la difficulté où je les mets, les couleurs. Ils sont où dans ma vie, les couleurs? Ils vont vivre où? Puis souvent, j'en ai mis dans des collections, puis je les vendais pas. Finalement, les gens, ils aiment le noir et le blanc, finalement, je pense. Alors, ils sont assez conservateurs, hein, je pense, les gens. On est surpris. D'où vient votre inspiration pour une collection? Parce que j'imagine que à chaque saison, vous livrez quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est difficile, ça, de toujours se réinventer, ou est-ce qu'on se réinvente saison après saison? Est-ce qu'on se réinvente? J'espère que oui, mais c'est difficile de se réinventer. Je pense qu'on peut pas demander à un créateur, celui qui, je sais pas, un Réopel fait du Réopel. Je pense à un Picasso fait du Picasso. Je pense